Bonjour mes chers étudiants. Pour le texte que je vous ai demandé de lire, de faire des exercices, vous m'avez envoyé quelques-uns parmi vous, vous m'avez envoyé les réponses, c'était bien et j'espère que tous les autres ils vont faire de la même chose, ils vont travailler. C'était à la page 166 le texte Le retour au village sur le thème de l'enracinement. Je vais vous lire le texte, j'espère que vous allez suivre avec moi aujourd'hui. On va lire le texte, je vais l'expliquer, je vais corriger les questions, voilà, pour vérifier vos réponses. D'abord, regardez bien les objectifs ou bien l'objectif sur la marge. Retrouvez et justifiez à partir d'indices la tonalité et la structure du texte. Je vais lire le texte, suivez avec moi s'il vous plaît. Le retour au village. La terre et le sang est un roman tissé autour d'un foyer mixte. Un travailleur algérien émigré et sa femme française. Le protagoniste, Amer Oukassi, revient à son village natal avec sa femme après des années d'émigration en France. Ce renouement avec sa terre natale est à l'origine d'une paisible méditation sur les liens secrets qui le rattachent au terroir et à la vie de la montagne. Comme vous voyez ici, on raconte dans l'entête que c'était un Algérien qui vivait quand même en dehors de son pays, c'est-à-dire avec sa femme française. Il revient dans son pays, il va raconter ses sentiments et comment il a trouvé son pays. Est-ce qu'il était vraiment rattaché à ses coutumes et habitudes ou bien il a déjà oublié tout cela? C'est-à-dire, est-ce qu'il était déraciné ou bien enraciné? On va voir ça d'après le texte. Mais bien sûr, si vous avez bien lu le texte, vous devez quand même découvrir qu'il était vraiment et totalement enraciné, si vous voulez. Il était trop attaché à ses habitudes algériennes. Je continue le texte. Dès le lendemain de son arrivée, Amer Oukassi constate ces changements avec un plaisir réel, car enfin c'est là son village natal, toujours prêt à accueillir sans façon un de ses enfants prodigues, comme il se sent accueilli lui-même. Déjà il est repris, rattaché par une foule de liens mystérieux qui l'enveloppent de leur réseau, qui sont faits de souvenirs précis revenant tumultueusement et surtout de sensations vagues, recréant une atmosphère connue. Bref, Amer comprend qu'il redevient tout à fait l'enfant du pays, sans transition. Ça, c'est très important quand il dit l'enfant du pays, c'est-à-dire il n'a pas oublié ses habitudes, si vous voulez, algériennes. C'est très important cette phrase qui marque totalement l'enracinement de ce protagoniste, de ce personnage. Sa longue absence n'a d'or et déjà plus d'autre signification que celle d'une longue parenthèse gigantesque, impuissante à changer le sens général d'une phrase. Mais pendant qu'il se retrouve ainsi, d'autres constatations s'imposent à son esprit. Voilà, il commence à se poser des questions. Que fera-t-il maintenant? On le jugera à ses réalisations. Il faudra bientôt se comporter comme les siens. Lorsqu'il était à Paris et qu'il lui arrivait parfois de songer à son village, il imaginait ce village comme un petit point insignifiant, loin, au-delà des splendides horizons, un coin sauvage, obscur et malpropre où se terraient des êtres connus, pitoyables, que l'imagination enlaidissait jusqu'à les rendre grotesques. Voilà, quand il était à Paris, comment il pensait, si vous voulez, je suis en train ici d'expliquer cette idée parce qu'elle est importante. Quand il était à Paris, c'est-à-dire loin de son pays, comment il imaginait son pays malpropre, c'est-à-dire il imaginait toutes les choses mauvaises à propos de son pays. Mais quand il est revenu, il était quand même un peu surpris de ce qu'il a vu. Je continue. Et le voilà, à présent parmi eux. Qui c'est parmi eux? Bien sûr, c'est-à-dire dans sa famille. Et chose curieuse, il s'y sent bien. Voilà, pour cela, il est un peu surpris et étonné, hein, parce qu'il n'imaginait pas qu'il va être comme ça à l'aise dans sa famille. Il n'est pas dans un pays de mauvais rêves, c'est l'autre pays, celui qu'il vient de quitter, qui est lui
imaginaire et l'écrase de sa magnificence. Il voit bien maintenant qu'il était tout petit, là-bas, minuscule. Voilà. Vous regardez bien le point d'exclamation ici qui marque bien son étonnement et sa surprise. Pourquoi? Parce que quand il était à Paris, il croyait que c'était la belle vie pour lui. Mais il était dépaysé quand même, c'est pas son pays natal. Quand il est revenu dans sa famille et dans son milieu natal, il voit combien il était minuscule, c'est-à-dire insignifiant quand il était à Paris, quand il était immigré. C'est-à-dire, ça nous donne quand même un résultat général que l'homme se sent très bien à l'aise dans son pays natal. Voilà. Il se retrouve quoi, si on peut dire ça. Je continue. Ici, tout est à sa mesure, les hommes et les choses. Voilà. Il se sent important, capable d'agir, de créer, d'occuper une place. Voilà, ici dans son pays, il peut tout faire. Pourquoi a-t-il oublié son village? Pourquoi n'a-t-il pas songé à ses champs, sa maison, sa famille? Il a oublié amis et ennemis. Il a disparu même des mémoires. Son père fut enterré par d'autres. Sa mère a cessé de l'attendre. Il a toutes ces choses à se reprocher. Et voilà, en arrivant, une fois qu'il est arrivé dans son pays, il a commencé à réfléchir pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai perdu tout ce temps dans un monde, dans un lieu où c'était pas vraiment mon propre lieu. Regardez comment il commence à poser des questions. Et à votre avis, ces interrogations, à quoi ça sert ça? Si vous voulez, ce sont des interrogations rhétoriques qui n'attendent pas de réponse, seulement pour donner plus d'importance, si vous voulez, à la situation ici proposée et imposée. Voilà, pourquoi il n'a pas pensé, pourquoi il a oublié son village? Il commence à se demander, à se poser les questions. Comment il a pu oublier son village quand il était à Paris? Comment il a pu laisser sa famille et laisser surtout, regarder ici le côté sentimental pour lui, qui le blesse un petit peu à l'intérieur quand il dit pourquoi il a laissé son père être enterré par quelqu'un d'autre que lui. Ça, c'est très dur pour lui, c'est très sévère. Et aussi, sa maman, elle a cessé de l'attendre, c'est-à-dire, elle en a marre de l'attendre parce qu'elle était bien sûre elle était très très sûre qu'il ne va revenir jamais, si vous voulez, il ne reviendra jamais dans son pays. Voilà, il commence à se reprocher cela, c'est-à-dire là, il a vraiment des torts et il commence à avoir quand même des regrets. Je continue la dernière partie, c'est-à-dire les 3 dernières lignes. Mais il est simple de se racheter. Il suffit d'être là et de voir. On se remet à s'intéresser, à goûter la vie des siens. Voilà, c'est très joli cette phrase. Surtout quand il dit à goûter la vie des siens. On ne peut pas goûter la vie, vous voyez. Ça, c'est très joli comme expression. En somme, c'est reprendre pied dans la réalité. Voilà, c'est la réalité des choses et la réalité de la vie, si vous voulez, quand on revient dans son pays natal et on se retrouve soi-même. Très important cela. Je passe maintenant, si vous voulez, à la deuxième page qui est à la page 167, parce que je vous ai déjà demandé de faire 4 exercices. Vous me les avez rendus, c'est très bien, j'ai vu. Je vais les corriger en même temps avec vous. Vous allez vraiment suivre avec moi, s'il vous plaît, pour voir où sont vos fautes, s'il y en a. Relevez, numéro 1. Relevez les indicateurs spatio-temporels. Que constatez-vous? Que constatez-vous? Alors, je vais vous citer d'abord les indicateurs d'après les lignes. Par exemple, comme je vous ai dit, toujours quand on a une question comme ça, les indicateurs spatio-temporels, il ne faut pas les mélanger. C'est-à-dire, il faut mettre chaque partie à part. Parce que la note sera divisée sur les 2 réponses. Mais bien sûr séparées, pas mélangées. D'abord, vous avez les indicateurs spatiaux, si vous voulez. Ligne 2, vous avez là son village. Ligne 8 du pays. Vous avez ligne 14 Paris et ligne 22 là-bas. Bien sûr, il y en a d'autres. Moi, j'ai cité ce qui est le plus important. Pour les indicateurs temporels, vous avez ligne 13 maintenant et bientôt qui marque le temps. Vous avez ligne 19 à présent. Voilà, il y en a bien sûr d'autres, mais comme je vous ai dit, il faut citer quelques-uns. C'est pas la peine, pas obligatoire de citer toutes les expressions ou bien tous les mots.
Numéro 2. Relevez les temps verbaux utilisés. Que remarquez-vous? Alors, pour les temps verbaux, je relevais quelques temps et vous allez donner à chaque fois la valeur de ces temps. L'union, vous avez constate, c'est le présent d'énonciation. Comme d'habitude, quand on a un texte, on raconte des choses, c'est le moment où l'on parle. Ligne 8, il comprend, c'est la vérité générale. Quand il dit il comprend cela pour tout le monde, ça serait connu pour tout le monde. C'est une vérité générale d'après le sens du texte. Ligne 13, quand il dit il faudra, c'est le futur. Ligne 14, quand il dit il était. Et aussi dans la ligne 15, il dit aussi il imaginait. C'est l'imparfait qui marque l'imparfait de la narration. Il est en train ici de raconter son histoire et les événements là où il est passé. Numéro 4A. Quel est le pronom sujet récurrent? À qui réfère-t-il? Le pronom sujet récurrent, c'est le pronom personnel troisième personne singulier il. Il réfère au personnage principal du texte, qui est ici dans le texte, il s'appelle Amer Oukassi, l'Algérien. C'est-à-dire, vous pouvez dire, il réfère au protagoniste. J'insiste sur le mot protagoniste. Je l'avais déjà expliqué, je répète. Protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal d'un texte. D'accord? Dans chaque texte, le personnage principal, on peut l'appeler protagoniste. Voilà. Pour le numéro 5, partie A. Relevez les termes expressions désignant les sentiments, les lieux, le protagoniste. Très bien. Encore, comme la première question, indicateur spatio-temporel. Quand vous avez une question comme ça, 5A, 3 parties, 3 sous-parties, il ne faut pas les mélanger comme d'habitude. Voilà, il faut les séparer toujours. C'est-à-dire, vous dites, termes expressions désignant. D'abord, vous mettez premier tiret, les sentiments, 2 points. Après, les lieux, 2 points. Après, le protagoniste, 2 points. Je commence par la première sous-partie, les sentiments. Vous avez dans la ligne 2, je prends comme exemple, plaisir réel. Ça marque les sentiments. D'accord? Et vous avez aussi dans la ligne 7, sensations vagues. Voilà, tout ce qui relève des sentiments et de sensations. Maintenant, deuxième sous-partie, les lieux. Je marque Paris, village. Ça marque toujours les lieux. Et en troisième sous-partie, le protagoniste, bien sûr, c'est-à-dire le personnage principal. Nous avons beaucoup de choses ici dans le texte. Vous avez d'abord le pronom personnel sujet, troisième personne singulier, il. C'est répété tout au long du texte, comme vous voyez. Ce n'est pas la peine de citer les lignes parce que c'est répété au long du texte. Vous avez aussi la deuxième expression, lui-même. On insiste sur cette expression. C'est répété encore. Vous avez aussi quand il dit tout petit. Quand il est revenu dans son village, il se retrouvait tout petit, insignifiant. Et aussi, vous avez le mot minuscule, ça c'est important. Tout cela marque ou bien revient, réfère au protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal du texte. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des remarques, vous pouvez me contacter directement à mon numéro personnel. Allez, bon courage.